avec notre spécialiste à économie maison qui sera en direct depuis Paracoum. C'est notre habitude le mercredi. Jacques Degbé nous fera sa lecture de la décision. C'est une bonne chose, mais il y a un mais, nous dira-t-il. Et juste après lui, je devrais recevoir par ici l'imam Abdul Jalili Yessoufou, secrétaire général de l'Union islamique du Bénin, pour le même sujet en tant qu'acteur directement concerné par le sujet. Il devrait nous donner son avis sur cette affaire, mais il vient de décliner l'invitation juste à l'instant à l'entrée dans mon studio. Nos débats porteront sur la crise au niveau de la Commission béninoise des droits de l'homme. Depuis lundi, des informations qui émanent de l'institution sont des plus inattendues, contradictoires et confuses. Nous allons essayer, avec les éléments glanés ça et là auprès des acteurs, d'analyser un peu ce qui s'y passe depuis lundi passé. Donc, bienvenue à tous. Fraternité pour commencer. La une des journaux ce matin lutte contre la mendicité des enfants au Bénin. Initiative louable, des paramètres à prendre en compte, conseille le journal. Nécessité d'aller au-delà du littoral, avise le quotidien. Entretien avec Adeline Zanou sur le secteur des ressources humaines au Bénin. Les RH doivent promouvoir la diversité et l'inclusion, a-t-elle confié. Et puis, dynamisation des relations sino-béninoises, une délégation du Parti communiste chinois au siège du BR à Cotonou. Présentation de la ceinture de vainqueur à la West African Boxing Union. La FEBEBOX honore son champion Damien Zanou. La nouvelle tribune Bénin, l'UPR à l'école du parti unique, se demande le journal Matin libre, octobre rose, mobilisons-nous contre la fatalité des cancers. Conseil et exhortation de Rekia Madougou à découvrir donc dans les pages du journal Matin libre. Et puis Bénin, les recettes douanières sont en hausse. A remarqué donc, le journal Matin libre ce matin. Nord-Sud quotidien pour vaste escroquerie des Béninois jugés en France. Le potentiel projet de loi de finances gestion 2024, les contours du document présenté au cadre de l'Assemblée nationale, le quotidien douane béninoise, des réformes et réalisations de bonne loi. Nous passons maintenant à la nouvelle génération économie nationale, le nouveau visage des douanes béninoises. La relève info, douane béninoise, une régie financière en pleine forme. Le matinal, frontière maritime de Sémékraké, une cargaison de cannabis saisie. Le Soleil Bénin, info retour de l'ancien ministre et maire Sévérin Adjovi au Bercail. Ça se précise, nous souffle donc le journal d'Abarou. Nomination des membres du comité des rites vaudou originaire d'une seule partie du Bénin par le chef de l'État. Le vaudou, l'histoire d'une seule région, se demande le quotidien. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Lutte contre la mendicité des enfants au Bénin. Initiative louable, des paramètres à prendre en compte. Nécessité d'aller au-delà du littoral. Entretien avec Adeline Zanou sur le secteur des ressources humaines. Les RH doivent, confie-t-elle, promouvoir la diversité et l'inclusion. Détail à la page 2, dynamisation des relations sino-béninoises. Une délégation du Parti communiste chinois au siège du bloc républicain à Cotonou. Et puis dernier titre, présentation de la ceinture de vainqueur de la West African Boxing Union. La FEBEBOX honore son champion Damien Zanou. Voilà donc les informations à la une des quotidiens ce matin dans leur production. Il y a cette manchette de fraternité qui devra vous intéresser, liée précisément à la mendicité des enfants. Une lutte est engagée contre le phénomène à Cotonou, dans le département donc du littoral, et le journal qui conseille vivement que cela aille au-delà des limites de ce département-là. C'est une initiative louable en effet, écrit le journal. Par contre, il y a encore des paramètres à prendre en compte. Il faut bien que les enfants aillent tous à l'école.
Il est impérieux de mettre en place des services sociaux pour des familles en difficulté, y compris l'accès à la nourriture, à un abri, à des soins de santé et à un soutien psychologique. Cela peut réduire la pression qui pousse les enfants à mendier, mais tout ceci ne saurait se faire sans le renforcement et l'application des lois contre la mendicité des enfants et la traite des êtres humains. Le journal a analysé et relève quelques éléments à prendre en compte pour la réussite intégrale de l'initiative. Vous allez à la page 6 et vous avez l'engagement du quotidien. Eh bien, au profit de la lutte contre le cancer des seins, vous le savez, le mois y est consacré. On parle du mois d'octobre rose. Il y a 7 symptômes du cancer du sein qui doivent alerter précisément. Au niveau donc de cette page et précisément vers le bas, vous avez les éléments qui vous alertent probablement au sujet donc du cancer du sein, un écoulement qui se présente anormal, la présence de ganglions sous l'aisselle par exemple, une déformation du sein ou même un changement d'aspect du mamelon, beaucoup d'autres choses qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille. Achetez Fraternité, découvrez ce que c'est. Allez, on va passer maintenant au bulletin d'information avec à la présentation, vous le savez, du lundi au mercredi, le rôle et la responsabilité de Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Allez, ce matin, dans votre bulletin d'information, on aura droit aux images de la visite d'une délégation du Parti communiste chinois au siège du bloc républicain à Cotonou. C'était hier. 2 axes de coopération entre les 2 formations politiques sont établis. Le porte sur la formation pour le militantisme politique et l'autre, les techniques modernes de communication politique. Détail à suivre. À suivre aussi en détail l'ouverture hier à Cotonou de l'atelier d'élaboration des engagements du Bénin pour le Forum mondial sur les réfugiés. Un document sera validé à la fin des travaux, dites-vous, qui ont démarré hier, faut-il le préciser encore une fois, à Cotonou. Voici le bulletin de l'information. Et donc, cette fenêtre consacrée à l'actualité relayée par la rédaction de Canal 3 Bénin, on ouvre avec un sujet politique, le Parti communiste chinois qui va aider le bloc républicain à la formation pour le militantisme politique et dans les techniques modernes de communication politique. 2 axes de collaboration entre les 2 formations politiques que les responsables chinois et béninois entendent bien renforcer. C'est l'objet de la visite d'une délégation du PCC au siège du BR à Cotonou hier mardi. Une visite de 3 jours qui fait suite à une première immersion du Parti béninois en Chine très récemment. Voici le point avec William Cliquant. La coopération de plus en plus sincère et manifeste entre le Bénin et la Chine impacte aussi l'échiquier politique national. Une délégation du Parti communiste chinois est à Cotonou en visite de travail de 2 jours après l'épisode de découverte de cette formation centenaire de Chine par la partie béninoise. Fort de l'état actuel des relations entre les 2 pays et au vu des différents événements ayant marqué dernièrement la diplomatie sino-béninoise, cette descente au bloc républicain relève de l'ordre normal de déroulement d'un agenda de partenariat fructueux. Cette délégation a pour l'objectif de promouvoir l'aboutissement des consensus aboutis par les 2 chefs d'État, M. Patrice Talon et M. Xi Jinping, pour renforcer davantage les échanges entre partis politiques sino-béninois. Donc le Bénin est un partenaire très important dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Depuis plus de 50 ans, les relations entre nos 2 pays ont été marquées par une sincérité et une amitié très importante. Et nous restons toujours pour le principe de traitement égal et sincérité. Sur le plan politique, il était question donc de réchauffer un peu le partenariat qui existe entre le Parti communiste de la Chine et notre parti, le Bloc républicain. Donc nous avons déjà fait une visite de travail avec un certain nombre de cadres en Chine. Donc en retour, la délégation a été envoyée ici au Bénin pour rencontrer les partis politiques, surtout les 2 partis politiques soutenant les actions du chef de l'État, M. Patrice Talon, l'UP et puis le Bloc républicain. C'est un moment de transfert de compétences.
Le bloc républicain entend profiter de l'expérience du Parti communiste chinois en termes de formation au militantisme de qualité. Les avancées technologiques du PCC en matière d'information et de communication politique retiennent également l'attention de la partie béninoise. Le BR souhaite profiter de ce partage d'expérience. Une visite de travail est en train de se peaufiner pour qu'une délégation du parti puisse aller là-bas sur la question de la formation des formateurs pour former donc un certain nombre de cadres du parti, le BR, pour qu'ils puissent revenir à leur tour former nos militants à la base. Parce qu'un parti, c'est d'abord la discipline ne vient que de la formation. Nous allons former donc nos militants pour un militantisme de succès pour notre parti. Donc en dehors de ça, il y a la question maintenant de l'information et de la communication. Vous savez, la Chine est un des pays phares en matière de communication, de nouvelles technologies aujourd'hui. Les deux partis s'offrent mutuellement des présents symboliques au détour de la séance de travail ayant sanctionné cette visite. Un signe qui témoigne de la vitalité qui caractérise ce partenariat de taille entre les deux formations politiques. La coopération de partis politiques de deux pays différents, notamment du Bénin et de la Chine. Les autres volets de l'actualité est toujours national. Teddy Goudalo, le Bénin qui s'emploie à élaborer ses engagements en faveur des réfugiés. Eh bien, Tanguy, le document sera validé à la fin des travaux qui ont démarré hier à Cotonou. C'est une activité, c'est une initiative, j'allais dire, qui est soutenue par les Nations Unies et lancée hier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Wahab Alikbara nous en donne les précisions. C'est visiblement deux événements qui mobilisent ici cadres de plusieurs ministères sectoriels, partenaires des Nations Unies et membres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Bénin. Les réflexions des participants portent sur les engagements du Bénin, sur le pacte mondial des réfugiés couplé avec la validation du plan régional de réponse à la situation des réfugiés, des personnes déplacées internes et des familles d'accueil. Je rappelle que le Bénin a participé au premier Forum mondial sur les réfugiés en 2019. Il a alors pris l'engagement de réformer le Code de la nationalité, le cadre juridique de l'asile et l'amélioration des conditions d'autosuffisance et de libre circulation des réfugiés au Bénin. Le Bénin a largement honoré ses engagements et c'est tout à son honneur. Félicitations. Cet atelier vous permettra d'examiner les résultats dans le détail, d'identifier les domaines de l'amélioration et bien sûr de proposer de nouveaux engagements pour aller plus loin. La situation sécuritaire dans la sous-région fait atterrir des réfugiés des pays voisins tels que le Togo et le Burkina Faso dans les départements de la Liborie et de la Takora dans le nord Bénin. Dans son plan de réponse, le gouvernement béninois a fait décaisser des ressources financières pour leur prise en charge assortie de bien d'autres avantages. Dans la stratégie de coordination des réponses aux besoins des réfugiés, le pacte mondial sur les réfugiés fournit un plan global de réponse pour permettre aux gouvernants d'appuyer les communautés d'accueil afin de renforcer leurs capacités et faciliter le séjour des réfugiés dans un contexte de contribution à la vie productive. À cet effet, le plan de réponse régional des pays du Golfe comporte un chapitre dédié au Bénin. Ce plan est un document global interagences dirigé par le HCR, l'UNICEF, le PAM et l'OIM pour répondre aux situations d'urgence des réfugiés. Il contribue à l'application du modèle de coordination des réfugiés, garantit une approche responsable, inclusive, prévisible et transparente pour répondre à des situations de réfugiés et des personnes déplacées internes. Le document soumis à l'attention des participants recevra les contributions de ces derniers avant sa validation. Il permettra plus tard au gouvernement de mesurer de nouveaux engagements réalisables en faveur des réfugiés. De l'identification de la plante jusqu'à la commercialisation mondiale du produit fini. C'est le thème de la première session de formation qualitative de la Fédération nationale des vrais praticiens de médecine traditionnelle du Bénin. C'est une rencontre tenue le 31 août dernier à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les participants sont venus de tous les départements du Bénin. Retour sur les temps forts de cet événement.
300 praticiens de la médecine traditionnelle prennent part à cette session de formation qualitative. Initié par la Fédération nationale des vrais praticiens de médecine traditionnelle du Bénin, les échanges tournent autour de la thématique de l'identification de la plante jusqu'à la commercialisation mondiale du produit fini. Pourquoi la pharmacopée n'a pas d'appui financier pour la valorisation des médicaments? Pourtant, beaucoup de secteurs sont appuyés tels que l'agriculture, l'artisanat, le commerce général, etc. Aujourd'hui, le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Guillaume Athanase Talon, a placé notre secteur dans l'artisanat, ce qui nous permettra d'avoir d'appui financier très prochainement si nous nous organisons bien. La Fédération nationale des vrais praticiens de médecine traditionnelle du Bénin regroupe des associations nationales, des ONG pour la promotion de la pharmacopée et de médecine traditionnelle du Bénin. Ces assises se tiennent à l'occasion de la commémoration de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Notre génération doit s'évertuer à mieux faire, oui, à mieux organiser ces secteurs avec l'appui des autorités politico-administratives prêtes à nous accompagner. Le gouvernement, étant le garant de la santé publique, veut un secteur discipliné, organisé, sérieux, efficace et averti, qui joue valablement son rôle de bonne complémentarité en matière de santé aux côtés de la médecine moderne. Le mardi 31 octobre 2023, cap sera mis sur le département du Koufo où se tiendra la deuxième session de cette formation. Et puis une dernière information pour boucler ce bulletin matinal, revue à mi-parcours du plan de travail annuel au ministère du cadre de vie et des transports pour le développement durable. Les cadres du ministère ont analysé vendredi dernier les prouesses budgétaires sur une période donnée. Les précisions en images et en son avec Esther Tofa. Cette revue est cumulée avec l'évaluation à mi-parcours des performances des responsables de programmes et de structures de ministère. Elle vise à apprécier les exploits budgétaires réalisés par les différents programmes du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Elle nous permettra d'analyser les performances de nos différents programmes budgétaires et de prendre des résolutions fortes pour optimiser les derniers jours restants avant la clôture budgétaire. La présente revue sera l'occasion pour les différents responsables de programme, d'évoquer les difficultés rencontrées et les stratégies qu'ils comptent mettre en œuvre pour booster les résultats et réaliser le reste des activités pertinentes prévues pour leur PTA avant la fin de l'année 2023. Au 30 septembre 2023, le budget annuel du secteur cadre de vie et transport est à plus de 56% d'exécution physique contre plus de 51% à la même période en 2022, ce qui traduit une amélioration au niveau des performances budgétaires en 2023. La satisfaction des besoins appelle automatiquement des besoins supérieurs. Il est normal que tous les efforts qui ont été faits depuis les 7 dernières années pour améliorer notre cadre de vie, améliorer nos infrastructures, développent chez nos concitoyens une appétence plus élevée vis-à-vis de la satisfaction et du confort qu'ils attendent que le gouvernement leur apporte. Donc plus nous ferons, plus nous sera demandé. Je voudrais que nous ne nous satisfaisions pas des efforts que nous faisons et que nous allions dormir sur nos lauriers. Le ministre Tonato a félicité les cadres du ministère et les responsables des programmes pour les prouesses réalisées. Il a cependant exhorté chacun à trouver les voies et moyens pour contourner les tares et les difficultés qui sont une entrave à de meilleurs résultats.
Merci à vous, Esther Tofa. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet exercice matinal que je vous remercie d'avoir suivi. Bel exercice, Teddy Goudala, merci beaucoup pour la présentation. Hein. Et allez, vous êtes en congé à partir de maintenant, jusqu'à lundi prochain. Allez, prenez soin de vous. Merci. Passez une très bonne journée, bon week-end par anticipation. Mesdames et messieurs, retenez que dans la troisième partie de cette émission, eh bien, on va parler de cette crise au niveau donc de la Commission béninoise des droits de l'homme. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Un président révoqué qui conteste par une majorité de la Commission. On va donner la parole tout à l'heure aux débatteurs pour en dire deux mots rapidement. Quelques soucis, hein? Le temps de vous proposer les actualités sportives. Ali Momoni s'apprête et s'échauffe, s'est lassé, se noue progressivement. On verra bien comment il va se débrouiller avec ses godasses. En attendant, voici que je vous propose justement ce que je ne comprends pas de ce mercredi matin. Voilà, moi, ce que je ne comprends pas là. Tu vois du tout, on nous a bloqués ici. On a venu trouver problème entre les deux présidents. Donc, un chauffeur ne peut pas rentrer dedans. On est là en train d'attendre. Si le temps vient, le temps va faire. Dieu va gérer tout. On a laissé tout sur la main de Dieu. On pire, on dit Dieu. Tout, Dieu va gérer tout. Inch'Allah, tous ceux qui viennent là, ça va se passer, Inch'Allah. Ce que je ne comprends pas, moi je ne comprends pas, tu as bloqué la voie, la voie là, c'est gâté, tu vois nous, il n'y a pas mangé, il y a malade beaucoup, tu vois nous, problème beaucoup même. Si tu as expliqué là, jusqu'à demain comme ça, tu as expliqué. Au nom de Dieu, patron, problème c'est beaucoup. Ce que je ne comprends pas, c'est que vers fin juillet, lorsque la frontière est bloquée, tout le monde s'attendait à que le lundi, on ouvre la frontière. Mais jusqu'alors, on ne comprend pas, on ne sait pas qui a fermé la frontière, pourquoi la frontière ne va. Ce qu'en plus on ne comprend pas, c'est que, bon, on nous laisse partir, c'est tout ce que nous on demande. Laissez-nous partir, ouvrez la frontière, nous on va partir. Parce que ici, la plupart du temps, ce sont les mosquées qui nous tuent. Non, la plupart sont tombés malades. Moi-même, j'ai eu le palu. Après le palu, j'ai eu les maux de ventre. Et actuellement, c'est la toux qui nous dérange. Ce que je ne comprends pas, les deux présidents là, ils ne vont pas s'entendre pour ouvrir la frontière là, nous-mêmes on serait un peu à l'aise parce qu'on est en train de souffrir. Quand il va, par exemple, maintenant, hier, on a été Kandi, Bousoukari et Gaïa au niveau de l'eau. Les gens sont en train de souffrir. Ils n'ont qu'à essayer de se comprendre et nous libérer. Ce que moi je ne comprends pas, pourquoi je suis assuré et quand, par malchance, je fais un accident ou je suis des installations publiques, on arrête le matériel qui est le camion ou mon véhicule qui me permet quand même d'accéder à mes 10 droits. Et puis on me dit qu'il faut payer avant que l'assurance me paye. Alors pourquoi je vais dans les compagnies d'assurance faire assurer mon camion ou mon véhicule? Je veux savoir pourquoi. Quelle est la nécessité d'aller se faire assurer dans ce cas-là? Et quand on comprend, ils vont être intelligents, c'est maman dans en fait sinon nous les soutiens quand ils n'ont assurance. Dès des gars, on peut avoir toujours bien que gars. Alors assurance peut manquer, ouais de couper, on soutient yasi. Et ta cas qu'on a coupé dit, n'y a qu'on a assurance bon, ma caméra ici, d'ailleurs Isaac, in qui du cas fait il a que ma can immobeka, nous les cailloux dans assurance dit, anadere. Agoïka, et quand bon ika avant aganoïko enfani. Il ne comprend pas agana ego.
nous de côté bon y a cambia hoswo yo jo cambia hoswo yo nte we kono ya asinas o moto blasting down e we zo no ya asinas bo nous moto ka blasting down asinas o no ro fine be kono atado mi me popete o nte mo we na atado mi me popete o mi na mo nu kunje no ne me a hoswo ni bato nu ne bo mi mo nu kunje me e si asinas o ye mi ni o fu asinas ye mi dia abia asinas o vrai a hoswo mo nu kunje ja asinas na ye je mi dia bo mi ya asinas bo moto na blasting down bo popete we na le vo italo ko me a mi amonu kunje no ne me akhoso ni bato na mi amonu kunje no ne ba mi ne tamba amonu kunje me mama o transportation vonne budo asanso de sulo sinu kwa. Voilà donc, vous avez suivi un peu ce que je ne comprends pas proposé par Franck Kaounou, le sujet central. Ce sont les services des assurances, la qualité n'y est pas du tout et les acteurs sont bien mécontents, ceux qui se font assurer notamment au niveau donc de leur automobile. Allez, on va faire la transition maintenant, on va suivre les informations sportives. Allez, Momoni, bonjour. Bonjour, Tanguy. Allez, ce matin, on va parler essentiellement football. Et on va commencer par la plus en vue des compétitions sur la planète. La Ligue des champions en Europe qui a été en cœur à une autre journée de phase de groupe hier. Oui, il faut retenir que donc pour le compte de la troisième journée, les rencontres de la Ligue des Champions ont eu lieu. C'était hier, mardi 24 octobre 2023 à Old Trafford. Donc Manchester United était à domicile où la formation recevait donc l'équipe de Copenhague dans son groupe. Pour cette explication, ce qui permet donc à Erik ten Hag et ses hommes d'enregistrer leur première victoire. Sur ces images, nous vous proposons les deux hommes qui ont donc permis à Manchester United de remporter cette explication. André Onana qui est l'un des recrues phare de cette saison et qui était en difficulté compte tenu de la forme de cette formation. André Onana a réussi à permettre à Manchester United de conserver son avance d'1-0 inscrit donc par Harry Maguire, je dirais tout simplement Tanguy, l'indésirable qui permet à cette formation. Cette fois-ci, il a buté dans le meilleur camp, oui, ou dans le camp indiqué. Dans le camp indiqué. Donc l'indésirable qui devient donc le désirable désormais et permet donc grâce à son but inscrit à la 72e minute à Manchester United de s'offrir sa première victoire au cours de cette Ligue européenne des champions. Je dirais tout simplement toute chose qui est bonne pour Erik ten Hag et puis les Mancuniens pour cette saison. On va faire le point total des différents résultats de cette troisième journée des rencontres disputées ce mardi. Galatasaray était donc à domicile face au Bayern Munich, toujours dans le groupe de Manchester United. Le Galatasaray qui s'incline 3-1 face au Munichois de l'Allemagne. L'équipe de l'Inter s'est imposée à domicile 2-1 face à Salzbourg. Il y a la victoire de Naples 1-0 face à Union Berlin. Arsenal s'impose à Séville après sa défaite. Vous vous rappelez, Tanguy, il y a quelques semaines, c'était face au Racing Club de Lens 2-1. Arsenal donc s'impose cette fois-ci 2-1 face à Séville. Braga s'incline face au Real Madrid 2-1 également. Il y a le match nul, le score de parité 1 but partout entre le PSV Eindhoven et Racing Club de Lens. La victoire de la Real Sociedad 1-0 face à Benfica et puis cette victoire, je dirais, très importante pour Manchester United. 1-0, c'était donc face à l'équipe de Copenhague. La suite, c'est donc aujourd'hui pour les rencontres, comme tant toujours pour la troisième journée de la Ligue européenne des champions. Le FC Barcelone sera à domicile pour accueillir donc l'équipe de Shakhtar Donetsk. Feyenoord sera également accueillera de son côté la Lazio de Rome. Newcastle accueillera du côté de l'Angleterre Borussia Dortmund. Étoile Rouge de Belgrade sera en déplacement pour affronter donc en Allemagne RB Leipzig. Young Boys sera l'adversaire de Manchester City. Manchester City, Tanguy, vous savez très bien, cette équipe en forme depuis plusieurs saisons déjà de Pep Guardiola de la Ligue du titre, bien entendu. Le Paris Saint-Germain sera l'adversaire du Milan. C'est une rencontre très importante également à suivre. Celtic Glasgow accueillera l'Atlético Madrid et pour finir, il y aura cette explication entre le FC Porto et Antwerp. Quel est le match que vous avez marqué hier?
la rencontre de Manchester United, mais il faut retenir que c'était quand même épique entre Arsenal et Séville. Absolument, avec Arsenal qui est arrivé à bout de cette équipe espagnole, 2-1. C'était quand même aussi intéressant, mais moi ce qui m'a retenu surtout c'est ce match donc au niveau des Français. Avec Lens qui parfois obtenait en tout cas un match nul à domicile et qui se donnait encore beaucoup plus de chances pour se qualifier pour les tours suivants. En tout cas, avec cette troisième journée, on est déjà à 5 points. C'est vraiment assez je dois dire avantageux pour un club français. En dehors du PSG, très rares sont ces clubs qui arrivent justement après 3 journées à réunir autant de points comme cela. On se rappelle la participation de l'OM, on se rappelle aussi la participation de l'Olympique Lyonnais et Racing Club de Lens également, qui revient après une vingtaine d'années. Absolument. Et donc voilà, c'est une grosse performance. On comprend un peu cette euphorie des Français hier sur les médias français. Allez, on va continuer à parler football. On va continuer toujours à parler Champions League, mais cette fois-ci, sur le continent africain, on parle là de l'African Football League. Oui, Tanguy, on connaît désormais la première affiche des demi-finales de cette nouvelle compétition instaurée, mise en place par la FIFA et la CAF, obtenant un partenariat afin donc de promouvoir le football africain et de permettre aux férus du Coran de voir les plus grands clubs du continent s'affronter entre eux. Al-Ahli et puis Mamelodi Sundowns sont qualifiés pour les demi-finales. Voici donc la première affiche après donc les rencontres des quarts de finale retour disputés hier. Al-Ahli était au stade de Quai, 1 but partout face à Simba après le 2 buts partout au niveau du stade de la Tanzanie. Donc Al-Ahli qui va passer avec l'avantage du but marqué à l'extérieur, 2 buts inscrits donc pour cette formation à l'extérieur. Et l'autre explication, c'était le 0 but partout entre Mamelodi Sundowns et puis Petro de Luanda. Donc après la victoire, la belle option prise donc par cette formation de Mamelodi Sundowns à l'aller 2-0, elle s'impose, elle réussit donc à se qualifier lors de la manche retour à domicile sur but partout. Il faut souligner que l'équipe de Mamelodi Sundowns a évolué à 10 après donc le carton rouge écopé par l'un des défenseurs centraux lors de à 2 minutes seulement, juste 2 minutes après j'ai le coup d'envoi de cette explication. La suite des quarts de finale manche retour, c'est ce soir. Il y aura l'Espérance sportive de Tunis qui sera à domicile pour affronter donc l'équipe de TP Mazembe. Il faut retenir que TP Mazembe s'était imposé lors de la manche aller 1-0. Et pour finir, l'équipe de Imba Daba se déplace au Maroc pour affronter l'équipe de Wydad de Athletic Club de Casablanca après donc sa défaite à domicile 1-0. Les Nigérians vont quand même se batailler du moins pour s'offrir, je dirais, une chance de se qualifier pour le prochain tour. Et cela passe nécessairement par une victoire ce soir. Absolument, c'est impératif. Vous l'avez dit, on parle toujours football, on reste sur le continent. Et ce projet de la FIFA, Football for School, qui, ma foi, atteint la 100e nation à mettre en œuvre justement cette idée-là. Il s'agit du Burundi. Oui, la cérémonie s'est déroulée donc à Nani Stadium du Bouganda, c'est bien sûr en Burundi. Gianni Infantino était donc présent, le président de la FIFA, comme vous le voyez sur ces images, accueilli donc à Burundi dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, un projet donc qui permet donc de faire développer le football à l'école. Le Bénin fait partie des pays qui ont commencé la phase pilote de ce projet. On se rappelle donc du passage du président de la FIFA, Gianni Infantino, au Bénin. Là, on le voit sur les images, c'était avec Arsène Wenger qui occupe, je dirais, un poste très important dans la stratégie aujourd'hui, la mise en œuvre du football au plan international. Gianni Infantino qui a donc effectué ce déplacement. Le Burundi, comme vous l'avez dit Tanguy, est devenu donc le 100e pays à mettre en œuvre le programme Football for School lors de cette cérémonie et une ambiance festive que vous allez constater sur les images, les enfants qui étaient donc réunis au stade pour pouvoir, je dirais, participer au lancement officiel de cette compétition. Nous allons suivre ici le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino. C'était lors de la cérémonie d'ouverture, sinon de lancement de la mise en œuvre du projet au Burundi. Le projet, bien entendu, c'est Football for School. Aujourd'hui, le Burundi, c'est la capitale du monde. Parce qu'aujourd'hui, par ce magnifique projet Football for Schools, le football pour les écoles,
la FIFA, avec le Burundi, on unit le monde. On unit le monde dans un projet de football, dans un projet d'éducation, dans un projet qui donne des chances et des opportunités à une jeunesse, à des filles, à des garçons de ce magnifique pays, le Burundi. Vous êtes un peuple fier, vous êtes un peuple de football. Et alors maintenant, avant de conclure et de vous féliciter parce que vous êtes le 100e pays dans lequel on met en place ce magnifique projet Football for Schools. Avant de conclure, je vais faire vibrer un petit peu ce lieu, ce stade, ce lieu de jeunesse, ce lieu de communion, de passion et d'amour. Alors, je vais compter 1, 2, 3 et je vais entendre Burundi. D'accord? 3 fois. Vous êtes d'accord? Ok. 1, 2, 3. Burundi! Burundi! 3 fois. Allez, vous pouvez faire mieux là. Attendez. 1, 2, 3. Burundi! 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 Allez, tant que vous l'avez constaté, l'ambiance donc a eu lieu donc au niveau de ce stade, le stade Luronani Stadium de Buganda. C'est bien entendu au Burundi lors de la mise en œuvre de ce projet. Il faut retenir qu'en dehors de, je dirais, l'assistance matérielle apportée par la FIFA, donc au niveau de cette fédération, les instructeurs de la FIFA, Antonio Sanchez et Melvin Mendy, ont formé 62 éducateurs et maîtres formateurs des 18 régions de Burundi et de Bujumbura à la mise en œuvre opérationnelle de ce projet Football for School. Un bon projet d'ailleurs, hein, qui permet quand même de révéler les talents très tôt et précocement, ce qui a d'ailleurs permis aux nôtres, notamment de Sindrita, d'aller se révéler quelque part au Maroc cette année. Bien entendu. Au cours de l'année scolaire qui s'est écoulée. Je ne connaissais pas des talents artistiques et musicaux à Gianni Infantino. Ah, mais vous l'avez découvert ce matin. Ah oui, c'était très intéressant. Allez, merci beaucoup à vous, Ali Moumouni. C'était donc l'espoir de ce mercredi matin sur Actu Matin. Mesdames et messieurs, on va faire la pause maintenant. Être un vrai leader, c'est avoir une bonne connaissance de soi. Nourrir d'une passion pour le travail, l'obsession du détail et des résultats. Avoir l'esprit ouvert et la capacité d'adapter son style. C'est ça, être leader. Plus de 25 ans que nous sommes leaders du marché des assurances au Bénin. L'Africaine des assurances, le sens de l'engagement. Pour la rentrée académique 2023-2024, l'Université africaine de développement coopératif UADC, université publique multinationale basée à Cotonou au Bénin, offre 35 bourses d'études aux candidats des États membres de la conférence panafricaine coopérative CPC. Elles vous sont accordées sous forme d'une réduction des frais de scolarité de 40% pour les licences et de 50% pour les masters dans les filières entrepreneuriat et gestion des projets de l'économie sociale, économie coopérative et gestion des organisations, microfinance, micro-assurance santé, développement local et décentralisation, genre et développement. Conditions à remplir, être ressortissant d'un pays membre de la CPC et répondre aux critères académiques. Le dépôt des dossiers de candidature est en cours sur le campus de l'UADC, 6 au quartier Jacques à Akbakba, derrière le ministère de la Santé, ou par mail via rectorat.uadc@yahoo.fr. Pour plus de renseignements, contactez-nous au phone ou WhatsApp plus 229 95 38 12 84 ou 97 88 0025. À l'UADC, nous formons pour le développement de l'Afrique. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension.
Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Être un vrai leader, c'est avoir une bonne connaissance de soi. Nourrir d'une passion pour le travail, l'obsession du détail et des résultats. Avoir l'esprit ouvert et la capacité d'adapter son style. C'est ça, être un leader. Plus de 25 ans que nous sommes leaders du marché des assurances au Bénin. L'Africaine des assurances, le sens de l'engagement. Pour la rentrée académique 2023-2024, l'Université africaine de développement coopératif UADC, université publique multinationale basée à Cotonou au Bénin, offre 35 bourses d'études aux candidats des États membres de la conférence panafricaine coopérative CPC. Elles vous sont accordées sous forme d'une réduction des frais de scolarité de 40% pour les licences et de 50% pour les masters dans les filières entrepreneuriat et gestion des projets de l'économie sociale, économie coopérative et gestion des organisations, microfinance, micro-assurance santé, développement local et décentralisation, genre et développement. Conditions à remplir, être ressortissant d'un pays membre de la CPC et répondre aux critères académiques. Le dépôt des dossiers de candidature est en cours sur le campus de l'UADC, 6 au quartier Jacques à Akbakba, derrière le ministère de la Santé, ou par mail via rectorat.uadc@yahoo.fr. Pour plus de renseignements, contactez-nous au phone ou WhatsApp plus 229 95 38 12 84 ou 97 88 0025. À l'UADC, nous formons pour le développement de l'Afrique. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés. Nous aussi. Merci. Eh bien, Franck le disait il y a un instant, bientôt 2 mois que vous étiez en conclave à Cotonou, au bloc républicain. De principales décisions, relecture des textes fondamentaux de votre parti politique et aussi élargissement des membres des instances dirigeantes. Déjà, vous allez nous parler de ce qui a substantiellement changé au bloc républicain après l'adoption de ces principales mesures. Merci beaucoup. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Airfroid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. À la date du 9 septembre, précisément, on parlait des congrès, a tenu un congrès extraordinaire, comme vous le disiez tantôt, pour revoir ces tests fondamentaux, les statuts et règlements. Être un vrai leader, c'est avoir une bonne connaissance de soi. Nourrir d'une passion pour le travail, l'obsession du détail et des résultats. Avoir l'esprit ouvert et la capacité d'adapter son style. C'est ça, être un leader. Plus de 25 ans que nous sommes leaders du marché des assurances au Bénin. L'Africaine des assurances, le sens de l'engagement. Pour
la rentrée académique 2023-2024, l'Université africaine de développement coopératif UADC, université publique multinationale basée à Cotonou au Bénin, offre 35 bourses d'études aux candidats des États membres de la conférence panafricaine coopérative CPC. Elles vous sont accordées sous forme d'une réduction des frais de scolarité de 40% pour les licences et de 50% pour les masters dans les filières entrepreneuriat et gestion des projets de l'économie sociale, économie coopérative et gestion des organisations, microfinance, micro-assurance santé, développement local et décentralisation, genre et développement. Conditions à remplir, être ressortissant d'un pays membre de la CPC et répondre aux critères académiques. Le dépôt des dossiers de candidature est en cours sur le campus de l'UADC, 6 au quartier Jacques à Akbakba, derrière le ministère de la Santé, ou par mail via rectorat.uadc@yahoo.fr. Pour plus de renseignements, contactez-nous au phone ou WhatsApp plus 229 95 38 12 84 ou 97 88 0025. À l'UADC, nous formons pour le développement de l'Afrique. Vous nous avez nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Être un vrai leader, c'est avoir une bonne connaissance de soi. Nourrir d'une passion pour le travail, l'obsession du détail et des résultats. Avoir l'esprit ouvert et la capacité d'adapter son style. C'est ça, être un leader. Plus de 25 ans que nous sommes leaders du marché des assurances au Bénin. L'Africaine des assurances, le sens de l'engagement. Pour la rentrée académique 2023-2024, l'Université africaine de développement coopératif UADC, université publique multinationale basée à Cotonou au Bénin, offre 35 bourses d'études aux candidats des États membres de la conférence panafricaine coopérative CPC. Elles vous sont accordées sous forme d'une réduction des frais de scolarité de 40% pour les licences et de 50% pour les masters dans les filières entrepreneuriat et gestion des projets de l'économie sociale, économie coopérative et gestion des organisations, microfinance, micro-assurance santé, développement local et décentralisation, genre et développement. Conditions à remplir, être ressortissant d'un pays membre de la CPC et répondre aux critères académiques. Le dépôt des dossiers de candidature est en cours sur le campus de l'UADC, 6 au quartier Jacques à Akbakba, derrière le ministère de la Santé, ou par mail via rectorat.uadc@yahoo.fr. Pour plus de renseignements, contactez-nous au phone ou WhatsApp plus 229 95 38 12 84 ou 97 88 0025. À l'UADC, nous formons pour le développement de l'Afrique. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension.
Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Être un vrai leader, c'est avoir une bonne connaissance de soi. Nourrir d'une passion pour le travail, l'obsession du détail et des résultats. Avoir l'esprit ouvert et la capacité d'adapter son style. C'est ça, être un leader. Plus de 25 ans que nous sommes leaders du marché des assurances au Bénin. L'Africaine des assurances, le sens de l'engagement. Pour la rentrée académique 2023-2024, l'Université africaine de développement coopératif UADC, université publique multinationale basée à Cotonou au Bénin, offre 35 bourses d'études aux candidats des États membres de la conférence panafricaine coopérative CPC. Elles vous sont accordées sous forme d'une réduction des frais de scolarité de 40% pour les licences et de 50% pour les masters dans les filières entrepreneuriat et gestion des projets de l'économie sociale, économie coopérative et gestion des organisations, microfinance, micro-assurance santé, développement local et décentralisation, genre et développement. Conditions à remplir, être ressortissant d'un pays membre de la CPC et répondre aux critères académiques. Le dépôt des dossiers de candidature est en cours sur le campus de l'UADC, 6 au quartier Jacques à Akbakba, derrière le ministère de la Santé, ou par mail via rectorat.uadc@yahoo.fr. Pour plus de renseignements, contactez-nous au phone ou WhatsApp plus 229 95 38 12 84 ou 97 88 0025. À l'UADC, nous formons pour le développement de l'Afrique. De retour en plateau ce matin, non pas pour prendre notre spécialiste économie en direct au téléphone comme annoncé, mais plutôt pour faire le débat. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, eh bien, on a deux sujets à évoquer. On parlera d'abord de la crise au niveau donc, de la Commission béninoise des droits de l'homme. On dira peut-être certainement que les droits de l'homme sont en berne. En tout cas, la Commission est en berne et ses travaux en berne actuellement. On dira aussi deux mots sur la situation à Gaza, là-bas, à protéger vos têtes. Il pleut des bombes et surtout il siffle des balles là-bas. Si vous voulez vous y rendre, mettez bien votre casque solidement. Je ne sais pas si ça va vous protéger. Allez les gars, bonjour. Bonjour Tony. Merci d'être là. On va commencer par parler donc de la crise, la situation au niveau donc de la CBDH. J'avoue que la situation ne date pas vraiment de lundi dernier. Cela couvait bien depuis longtemps. On a eu juste l'explosion le lundi dernier avec cette décision de révocation décidée par la grande majorité des membres de la commission contre donc le président. Comment est-ce que vous comprenez tout cet imbroglio-là, Eric? Bon, comme vous l'avez relevé, je pense qu'à la date d'aujourd'hui, à la commission, on a plus des problèmes à l'interne au niveau des membres de la commission que des problèmes qui se posent, qui pèsent sur les questions des droits humains. Effectivement, nous avons lu que le président a été révoqué par la majorité des membres de cette commission pour des faits qui lui sont reprochés. Maintenant, là où la confusion s'installe, c'est que quand vous interrogez le président, il vous dit que lui n'a pas connaissance de la tenue d'une assemblée générale, qui aurait même pris des décisions dans le sens de
sa révocation. Donc je pense que c'est un problème qui existe aujourd'hui. Qui est le président à la date d'aujourd'hui de la Commission des droits de l'homme? C'est une question qu'on se pose. Tant que du côté du président, il continue par contester la décision des membres de la Commission, qui à leur niveau estime qu'il leur reproché des faits de conflit d'intérêts. On cite également dans les passations de marchés publics, de dilapidation des fonds de la Commission, puis abus d'autorité et de fonction. Ça n'est pas rien et on peut s'étonner déjà, ne serait-ce qu'à l'image de cette commission, quand on évoque ne serait-ce que ces faits, qui pour l'instant sont des faits présumés. Cela vraiment entache suffisamment grave, vraiment l'image de cette commission qui est quand même censée non seulement donner le bon exemple, mais défendre, n'est-ce pas, je crois qu'elle est compétente en matière donc, je dois dire, de constatation de violation des droits des libertés, des droits de l'homme de façon générale, et pas de bonne gestion, non, de ressources financières. William, allez, je blague là. Non, vous savez que la base même du sous-développement des États comme les nôtres, c'est la corruption, c'est la mauvaise répartition équitable de la richesse nationale, c'est la malgouvernance financière, la mauvaise gestion des ressources. Donc, une institution nationale des droits de l'homme, comme nous en avons aujourd'hui au statut A, vu par les Nations Unies, devrait être l'exemple, la vitrine même de ce qui est l'éthique en matière de gouvernance publique, la morale et l'éthique dans la gestion de la chose commune. Vous savez, les faits allégués contre le président Kako Chichi à la Commission béninoise des droits de l'homme sont crevent à l'œil. Hein. Les différents faits qui lui sont reprochés, carrément un clientélisme dans son entourage, une certaine affinité avec la PRMP, c'est ce qu'allèguent 8 de ses collègues. Quand on sait qu'ils sont 10, 8 l'ont révoqué presque unanimement. Il y a une qui s'est absentée à l'Assemblée générale et lui-même qui n'y était pas. Au même moment, le président dit que ce sont des faits antérieurs, que ce qui est né à l'Assemblée générale du 22 septembre n'était que la face visible de l'iceberg. C'est Fraternité qui nous le dit. Lui-même, je n'ai pas pu avoir sa version. D'ailleurs au téléphone. Justement, Fraternité nous informe qu'il a produit un mémorandum dans lequel il disait déjà que précédemment, parce que les membres de la commission n'ont pas, n'ont pas accédé à des amendements qu'il aurait fait, et qu'en retour, le garde des Sceaux, l'ex-garde des Sceaux, c'est bien que l'homme n'a pas accédé à des amendements que les membres de la commission, les commissaires ont fait sur le projet d'extension des prérogatives de la loi de la Commission béninoise des droits de l'homme. Un conflit d'intérêts est né entre eux. Les commissaires, eux, vous diront que lui tout seul du moins, est resté dans son bureau et a modifié les amendements que le garde des Sceaux aurait validés, leur promettant qu'en dernier ressort, il y aurait, pendant que le projet de loi serait en voie d'être introduit à l'Assemblée nationale, il y aurait maintenant une certaine prise en compte de leur amendement. Bref, pour Clément Kako Chichi, c'est cette situation antérieure qui fait qu'aujourd'hui, on le tient par les bottes. Mais les situations, les faits qui lui sont reprochés sont d'une nature qui un peu décrédibilise l'institution. Ils font actuellement 5 ans, ils sont là depuis 2018, ils ont fait un travail extrêmement remarquable. C'est vrai que nous ne nous attendions pas à cette crise, on s'attendait plutôt au rapport de 2022. Les précédents rapports ont relevé avec tellement de justesse les violations des droits de l'homme en République du Bénin. Aux Nations Unies, ils sont partis du statut C au statut A. Ils sont devenus une institution nationale des droits de l'homme vraiment reconnue. C'était compliqué d'entendre au Bénin qu'une institution de l'État... On va examiner tout le bilan tout à l'heure de cette commission-là, mais en attendant, constatons que la crise est là et cherchons à comprendre véritablement qu'est-ce qui se passe. On a l'impression que c'est un dialogue de sous-franc, le président qui allègue autre chose, les commissaires qui disent autre chose. On a l'impression que véritablement personne ne nous dit concrètement ce qui se passe pour qu'on en arrive justement à cette crise-là. Sauf que les commissaires qui ont révoqué Clément Kako Chichi ont évoqué 2 articles. L'article 11 de la loi 2012-36 du 17 décembre 2012 et qui énumère les conditions dans lesquelles on peut révoquer un président, en tout cas un commissaire de
de cette structure-là. Et lorsque vous lisez cet article, il y a tellement de conditions que les commissaires aujourd'hui frondeurs ou les commissaires qui ont décidé de révoquer leurs collègues, leur président, se retrouvent dedans. Ensuite, ils ont évoqué l'article 19 du règlement intérieur qui dit que toutes les décisions qui sont prises par la commission engagent totalement et entièrement les membres de la commission. Cela voudra dire que si vous cautionnez des actes peu orthodoxes aujourd'hui, lorsque par exemple on va interpeller le président Kapo-Chichi, on peut vous appeler un matin ou un soir pour dire venez répondre, c'est-à-dire que la responsabilité en grise est collégiale. De la voilà. décision. Donc oui. lorsque vous lisez tout ça de façon profonde et vous faites une lecture croisée des articles 19, de l'article 19 du règlement intérieur, de l'article 11 de cette loi qui a créé la CBDH, il y a de quoi que ces commissaires-là s'inquiètent un peu de la gestion. Parce que j'ai pu échanger avec des commissaires qui ont révoqué, qui m'ont dit que la situation telle que l'a décrit tout à l'heure William ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs tentatives, il a fleuré plusieurs tentatives de révocation. Mais ils se sont dit, ça va s'améliorer. Mais ça allait de jour en jour, disons, de façon... Ça sentait de plus en plus mauvais. Donc, ils ont pris leurs responsabilités pour le révoquer. Est-ce qu'ils sont Mais pas de l'autre côté, oui. j'en aurais fini, le président, lui, dit qu'il n'a jamais eu d'AG. Les autres ont dit qu'il y a un procès verbal qui est... Le président annonce que, sentant, comme le laboureur, sentant sa mort venir, il est allé voir un juge qui, parce qu'on annonçait justement une AG, il est allé voir un juge qui lui a proposé une décision, en tout cas, qui interdit la tenue d'AG parce qu'il y a une instance, enfin une décision qui est attendue de la Cour constitutionnelle, je crois normalement demain, qui devrait se prononcer sur la situation avant que l'AG ne se tienne. Donc je crois que c'est de cette décision qu'il se prévaut pour contester justement la tenue de cette AG-là. Oui, il faut questionner le règlement intérieur pour savoir que si la décision du juge peut suspendre les activités, parce que l'AG pour révoquer, ça fait partie quelle que soit la nature de votre institution, dès lors que le dossier va devant un juge qui dit attendez d'abord qu'on voit clair avant de trancher, je crois que ça devrait être toute activité. Nous ne sommes pas en exception de la constitutionnalité. Je ne pense pas. Nous ne sommes pas. Très rapidement sur ce détail. Je pense que nous ne sommes pas en exception d'inconstitutionnalité. Parce que ce n'est pas une procédure qui a été enclenchée outre mesure. Et c'est là que je doute que l'AG soit valable. Parce que lorsque des commissaires, presque à l'unanimité, vous révoquent pendant que vous avez déposé un recours devant le juge constitutionnel et que nous n'étions pas en procédure judiciaire. Parce que le cas où je sais que la procédure devant le juge constitutionnel interrompt et suspend la procédure, toute autre procédure, c'est quand la procédure judiciaire est enclenchée. Oui, est-ce que c'est le cas actuellement? S'il est allé voir un juge... Est-ce que c'est le cas actuellement? S'il est allé voir un juge, est-ce que une procédure est engagée dans ce cas? S'il a une décision d'un juge, je crois qu'il y a une procédure qui est engagée. Si en tout cas, on verra bien quelle est la tenue que cela prendra au terme de la journée de demain. Enfin, espérons que la Cour constitutionnelle ne va pas reporter comme elle en a l'habitude. Allez, les commissaires sont allés un peu plus loin dans leur décision, en lui arrachant carrément même le statut de membre de la commission. Eric, est-ce qu'ils n'exagèrent pas? Oui, ils se sont basés sur les faits qu'ils reprochent au président. Et je pense que pour le président, pour moi, avec toute l'importance que nous donnons à cette commission, William l'a rappelé, avec ce parcours, on nous a classés dans la catégorie A, qui nous positionne comme une commission sérieuse, en mesure de défendre les questions des droits humains de chaque Béninois. La question aujourd'hui, en termes d'image, d'éthique pour le président, c'est de faire en sorte que tout ce qui pèse sur lui, qu'on éclaire ça. Et je pense qu'après, in fine, il pourra retrouver son fauteuil de président, si tant est que tout ce qu'on lui reproche ne peut pas être prouvé avec des preuves. Et c'est là que, dans nos États, on a un peu du mal à comprendre parfois. On s'accroche à un poste. Je pense qu'aujourd'hui, oui, je ne suis pas là, je suis toujours président et puis tout ça. Mais le fond même du sujet n'intéresse pratiquement personne. Oui, on vous reproche des choses. D'accord, ok, d'accord. Allons vers peut-être des juridictions compétentes qui vont mener des enquêtes et après vont nous situer. Si, monsieur, vous êtes blanc et qu'on fouille dans les dossiers qu'ils ont gérés à la tête de cette institution, qu'on se rend compte que ce sont les membres de la commission qui exagèrent, le monsieur retrouve son fauteuil. À mon avis, il pourrait même démissionner d'abord
en tant que président avec ce sale dossier qui est là. Il s'agit quand même des droits de l'homme. Oui, justement, il s'agit quand même des droits de l'homme. Le le temps de voir clair dans ce dossier et puis après les juridictions compétentes. Là, la révocation ne constitue que l'acte 1 du processus pour en griffe dégager Clément Kapochichi de la tête de la CBDH, parce que j'ai cru entendre des conversations que j'ai eues avec des commissaires que la procédure va se poursuivre. Ça peut même l'amener devant la criette en raison de la consistance, de la nature des faits qui lui sont reprochés. Parce que là, on a parlé par exemple des pasteurs qu'il aurait amenés dans la commission avec qui il dilerait. Ça, c'est quoi la criette connaît des situations de pasteurs? Oui, c'est ce que j'ai... Parce qu'on parle de passation de marchés publics. D'accord. Et dans ces marchés publics, il est reproché par exemple à Clément Kapochichi, dont la secrétaire particulière et d'autres membres de son cabinet seraient de la même église que l'église du pasteur qui obtient le marché. Ça, c'est une allégation par exemple qui, contre un président, de l'Institution nationale des droits de l'homme, je pense que pour ça, il doit lui-même se défendre devant le juge. C'est pour ça, moi, je pense qu'il y aurait un grand goût d'inachevé pour l'image de Clément Kapochichi et pour l'objectivité de cette procédure des commissaires frondeurs, il y aurait un goût d'inachevé si devant le juge compétent en matière criminelle, on ne situe pas les responsabilités liées à cette histoire. Parce que on parle par exemple de factures non normalisées qui sont délivrées pour des prestations de services et qui échappent par exemple à un contrôle financier régulier. Ça, c'est une allégation qui est grosse. Quelqu'un qui vous accuse de quelque chose comme ça, qui n'a pas suffisamment de preuves, il est en train de ternir votre image. Et quand vous êtes accusé de faits si graves, dans des allégations comme celle-là, vous devez également pouvoir vous blanchir devant le juge. Je ne vois pas, quand je vois un peu la tête des commissaires, leur profil et tout ça, s'ils n'ont pas suffisamment de preuves, je ne crois pas qu'ils s'engagent dans cette aventure-là. Parce que d'abord l'institution, et on l'a suffisamment dit sur ce plateau, l'institution vit pour défendre les droits des Béninois, pour défendre des droits. Et lorsque dans un État, on ne défend pas les droits, on ne jouit pas de ces droits, on n'a pas des structures du genre pour nous aider à sauvegarder des droits, c'est qu'il y a problème. Et si cette institution en arrive encore à créer des situations qu'on ne peut pas comprendre, des situations qui ternissent l'image de la structure, moi je pense qu'il y a problème. Et là, on doit s'interroger sur véritablement ce que l'objectif que poursuivent ces commissaires-là ensemble. Parce que, en fin de compte, on dit que la responsabilité, elle est collégiale. Si aujourd'hui, ces commissaires-là ne se défendent pas pour montrer que c'est la seule personne de Clément Kapochichi, comme ils l'ont dit, qui est à l'origine de l'infortune dans laquelle se retrouve la structure, c'est qu'ils iront tous là où nous connaissons. Et ça n'est pas bien. Si le chef de l'État les a installés, ce n'est pas pour venir crier telle personne à voler, à pensionner, à mal agir, à amener un pasteur. Ce n'est pas du tout pour ça qu'on est allé là-bas. Et eux-mêmes, ils doivent donner l'exemple de ce que, eh bien, ils sont des personnes intègres, des personnes capables de faire le job qu'on leur a confié. Sinon, des gens qui vont faire recours à eux, mais qui savent que celui-là, il ne donne pas des factures normalisées. Il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. L'orthodoxie financière, on aura du mal à est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui fait des prestations ou qui fait des... oui, des prestations et qui n'obtient pas de facture normalisée et qui encaisse. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, les commissaires, par exemple, à la CBDH, sont des profils purement techniques. Même Clément Kapochichi en personne. Son parcours, directeur pays Amnesty International Bénin, ensuite dans le groupe de travail de l'ONU sur la torture, les exécutions sommaires extrajudiciaires, c'est quand même un profil. Et c'est pareil pour eux tous. Quand des techniciens en arrivent à être accablés par des situations comme celle-là, on se demande finalement à qui il faut confier le pays. Pour un technocrate pur et dur comme moi, je pense vraiment que quand on est dans des postures comme celle-là, il faut donner la très grande preuve. Aucun juge n'a encore établi. C'est pour ça que je parle d'accabler. C'est pour ça que je parle d'accabler. C'est pour ça que je parle d'accabler et j'ai tout le temps dit allégation pendant ce débat. On va continuer à examiner le sujet. Pendant qu'il se tiraillait entre président et conseiller, les droits de l'homme en berne
Doit-on dire? D'ailleurs, même oui, que... c'est la conséquence directe d'une telle situation. C'est la conséquence directe. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, imaginez le sentiment qui règne aujourd'hui au niveau de cette commission. Nous avons une majorité quand même assez confortable qui soutient avoir évoqué le président. Encore que si nous étions dans une situation où, du côté du président, on avait un certain nombre de membres qui étaient rangés de son côté, on pouvait comprendre quand même, quand toute une majorité estime que votre façon de gérer, il y a problème, c'est qu'il y a forcément matière, et Franck l'a révélé. C'est parce que peut-être à leur niveau aussi, ils ont essayé de réunir un certain nombre d'éléments avant de s'engager dans cette dynamique-là. Donc, la conséquence, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'abord de s'occuper des questions de droit, hein, n'est-ce pas, dans ce genre de conflit. Peut-être à leur niveau, il faille vraiment régler d'abord ce problème avant de s'occuper de ce dossier. Franck? Oui, les droits de l'homme ne sont pas pour autant en berne. C'est une situation certainement qui va se régler au fil du temps. Je veux croire que dans ce genre de situation, les populations, les citoyens peuvent toujours aller saisir la commission pour poser leurs préoccupations. Qui va appeler la séance? La vice-présidente on ne peut pas, en cas de crise, fermer les portes et déposer les clés quelque part et dire bon, on ne reçoit plus rien. Il doit avoir dans leur architecture une solution lorsqu'il y a ce genre de situation. Donc, c'est pas pour autant en berne, mais je pense que c'est un coup que prend... on a vu quand même des rapports contestés. On a même vu à une époque aussi 2 rapports pour la même commission sur l'état des droits de l'homme. C'est pour cela que je parle de droits de l'homme en berne, parce que la situation ne date pas seulement de lundi. Il y a une crise véritablement entre les commissaires, William. Une crise de gestion, oui, mais sur la question, sur le fondement même de leur activité, je pense qu'ils se sont toujours... ils ont montré avec brio leurs compétences. Moi, pour quelqu'un qui s'intéresse aux questions de droits de l'homme comme moi, je ne puis dire in extenso tout ce que cette commission a fait. Par exemple, dans la libération des détenus en détention préventive depuis des siècles dans nos prisons, il y a un travail de fou. En parlant de visites d'inspection dans le milieu carcéral au Bénin aujourd'hui, je pense que la commission fait un très grand travail. Et pour nous, qui, dans les pays comme les nôtres, n'avons pas la culture forcément de la judiciarité complète dans certains dossiers, la commission a joué vraiment un rôle de médiateur de haut niveau, à plaider vraiment, parce que c'est une institution d'État, donc qui a la capacité d'être en discussion avec les différentes instances et les différents pouvoirs, notamment le pouvoir judiciaire. Et moi, je pense, en matière de documentation, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez connaissance de leur production normative, pas normative, de leur production appréciative de l'état des droits de l'homme au Bénin. Je ne sais pas si vous prêtez également attention à la volonté politique d'étendre même leurs compétences, notamment sur les questions liées à la détention, au milieu carcéral et tout. Donc moi je pense que les droits de l'homme sont... Bon, pas les droits de l'homme, mais la commission est en berne, en difficulté, va tourner un peu au ralenti, mais les droits de l'homme sont en bonne marche. Mais qu'on le veuille ou non, l'image du président aidait forcément, d'une manière ou d'une autre, à suivre certains dossiers courants qui sont en instance, qui sont en cours. Actuellement, je pense que on va d'une manière ou d'une autre, tergiverser là-dessus. Et parce que ce sont tous des hommes très bien connaisseurs du milieu judiciaire béninois, je doute que la procédure prenne le temps qu'elle va prendre. Je doute qu'on ne voit pas forcément clair, alors que le mandat en décembre, selon mes informations, doit finir. Je m'attendais à une commission des droits de l'homme qui finirait en stand ovation et qu'on reconduirait peut-être Clément Kapochichi ou un autre membre de la commission viendrait avec des profils aussi techniques. Je pense que pour cette première expérience d'une commission très forte, avec des prérogatives vraiment très bien institutionnelles, ce hic est vraiment une tâche vraiment qui va maintenant avec cette commission. Ça va être le dernier tour de table, Franck. À une longue procédure judiciaire et la bataille des arguments, parce que ça a commencé lorsqu'on a appelé Kapochichi, il a dit: moi je ne suis pas informé d'une AG, il faut aller demander à ceux qui vous ont confié qu'il y a AG de vous apporter les preuves. Je suis président, j'occupe toujours mon bureau et puis ça va. De l'autre côté, les gens ont dit qu'on est en train de tourner la page Clément Kapochichi, parce que la procédure
ils sont en train de la suivre. Donc, il y aura un petit imbroglio au niveau de la commission, le temps que chacun retrouve ses esprits, que le juge les appelle pour dire, toi reste à ta place, l'autre reste à sa place. Mais pendant ce temps, moi je pense que on doit réfléchir, davantage. Et j'ai souvent coutume de dire que pratiquement c'est le chef de l'État ou les présidents dans les pays qui ont la vision de faire telle ou telle chose. Les gens qui doivent s'occuper, qui doivent décliner ces visions-là en actes concrets, peut-être qu'ils ont une autre vision. Sinon, une commission de ce genre, on ne devrait jamais en arriver là. On devrait tout faire pour sauvegarder l'image, parce que l'image compte beaucoup dans la réussite. Est-ce qu'elle en a encore une, cette commission? Oui, je pense qu'elle joue sa crédibilité, et si elle sort avec brio, c'est-à-dire si on situe réellement les responsabilités, les allégations sont infimées ou non ou confirmées, mais devant les instances judiciaires compétentes en la matière, je pense que la crédibilité sera restaurée, et ce sera même une crise d'émulation. Ce sera, je sais pas, ce sera une mue qui est faite par la commission pour davantage se crédibiliser pour le prochain mandat. Moi, je pense que c'est une invite à tous les techniciens de ce pays, à toutes les compétences, à divers niveaux dans ce pays. Quand c'est un cortège de compétences pour une mission républicaine, moi, je pense que tout peut nous diviser, sauf des questions personnelles, des intérêts personnels, et surtout, on peut tout nous reprocher, sauf la matière pour laquelle nous travaillons. Parce que, comme un activiste des droits de l'homme me le disait dans la foulée de cette actualité, quand on est défenseur des droits de l'homme, à la gestion, pendant que vous avez une instance de décision, pendant que vous disposez du pouvoir à la tête, vous avez une responsabilité, le mot me vient, vous êtes doublement regardé. Les gens vous observent du point de vue de votre parcours, des idéaux, des convictions que vous avez défendues toute votre vie, et aussi en raison des prérogatives qui sont les vôtres, les missions que vous avez, les garanties que vous devez assurer aux autres concitoyens dans la République en raison de vos responsabilités. Eric ? Oui, vous savez, généralement, quand ces cas arrivent dans des instances politiques, on critique toujours cela, surtout quand c'est des personnalités politiques, voilà. Et quand ça rentre dans une structure aussi importante qui doit, bien entendu, faire preuve d'éthique, on s'étonne un peu. Et donc, comme l'a dit William, l'institution joue sa crédibilité. Et donc, ils ont intérêt à faire en sorte que la lumière soit faite, de sorte que la responsabilité soit partagée, pour que chacun retourne à sa mission première, de défendre les droits humains de chaque Béninois. Cela ne doit pas non plus nous amener à oublier qu'ils ont fait un travail excellent. William l'a assez rappelé. Si tant est qu'à la date d'aujourd'hui, ils sont passés à un classement A en tant qu'instance importante qui s'occupe des questions de droits humains, c'est forcément que cela a été motivé par un travail qui a été fait. Aujourd'hui, vous avez des Béninois qui ont retrouvé la liberté comme vous et moi parce que cette commission a fait un très bon travail. Donc je pense que la mission de cette commission, elle est toujours importante. Maintenant, il faudra aussi voir, bon, à chaque positionnement de ces personnes aussi, comment est-ce que le choix est fait. Est-ce que l'enquête est menée sur la vie de chaque membre, de sorte vraiment à s'assurer de, voilà. La moralité, c'est ça? Oui, pourquoi pas. Oui, la moralité. William s'est désolé tout à l'heure. On a quand même de grands hommes avec des parcours intéressants, des profils assez techniques assez intéressants, des profils rigoureux, pratiquement intègres aussi, doit-on dire, parce qu'on ne travaille pas à l'international parce qu'on traîne des casseroles chez soi à la maison. C'est curieux hein, que notre système soit ainsi. Des gens qui sont très exemplaires à l'international, des gens qui sont très efficaces, très bons dans leur domaine, qui sont rigoureux, qui sont vraiment rigoureux avec eux-mêmes, surtout quand ils gèrent leurs propres affaires. Et puis, ben, quand on les nomme, ils deviennent une calamité et ce n'est pas... C'est vrai que dans ce cas précis, on doit porter un peu de gants. Oui, mais je ne parle pas spécifiquement du cas de la commission. Je parle un peu de ce qu'on peut constater hein, en matière donc, de gestion par les Béninois. Finalement, c'est le système qui favorise cela. Attendant que Tanguy soit nommé un jour. C'est une excuse assez facile, je pense. Hein, on a les journalistes qui ont accédé à des fonctions, qui ont relié toute la réputation professionnelle qu'ils ont construite. Je ne dis pas que ce sera le cas de Tanguy, mais ce ne sera pas une première. Il n'aura pas inauguré quelque chose. J'ai vu quelqu'un se battre, en effet, dans ce pays pour la liberté de presse et qui était tellement content qu'on ferme Soleil FM. C'est bizarre. Justement. Ils sont nombreux.
Allez, moi, sur le sujet. La théorie a un grand fossé avec la pratique. Bon, on attend donc tous 4 d'être en position et de comprendre ce qui se passe là-bas. Allez, on va parler un peu de ce qui ne nous touche pas directement, même si cela nous touche quand même. Les sifflements de balles et les éclatements de bombes sur la bande de Gaza, ça fait quand même plusieurs jours que ça ne s'arrête pas. On est à 5000 morts maintenant côté palestinien. La crise est plus forte que jamais. Ça fait quand même 80 ans environ que cela dure. On n'a pas une solution, William. On n'a pas une solution parce qu'on a décidé de ne pas en avoir. Vous savez, c'est ce qui se joue au Moyen-Orient est là, pour moi, l'expression même de l'hypocrisie diplomatique et de l'expression même du darwinisme en diplomatie ou en relations internationales. Le plus fort demeurera éternellement fort parce qu'il a les armes. Oui, la communauté internationale avec toute la grande attention, Macron, Biden, sur Israël, alors que d'une manière ou d'une autre, ça nous a permis d'éviter un peu de parler de la crise ukrainienne, de parler des crises qui sont de là-bas. Qu'est-ce qu'on reproche à la Russie? C'est d'être en train d'envahir un territoire indépendant. Qu'est-ce qu'on reproche alors à Israël? Qu'est-ce Israël fait on l'encourage dans la bande de Gaza? La bande de Gaza, c'est un éternel problème entre la Palestine et Israël. Entre l'autorité, d'accord, du moins entre l'autorité palestinienne et les autorités légitimes et légales de Tel Aviv, qui a pouvoir ou qui a bombardé en répondant à une attaque terroriste du Hamas qui dure depuis longtemps. Avec quelle arme est-ce quand on bombarde des hôpitaux? Vous savez, quand on a bombardé Zaporizhzhia en Ukraine avec la centrale électrique, tous les médias occidentaux, de médias francophones nous ont dit les Ukrainiens mourront cet hiver parce qu'ils n'auront aucun... Mais quand on bombarde Gaza, on bombarde des hôpitaux, on attaque, et que des chefs d'État, des pays promouvant les droits de l'homme descendent en séance de travail d'urgence pour donner leur soutien à des États qu'ils font. Et quand on sait que Israël a été créé d'une manière ou d'une autre, artificiellement, après, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, au profit de la présence occidentale au Moyen-Orient contre les intérêts éternels du monde arabe, moi je me dis parfois, on a envie, on a compris quelque chose à ce défilé des puissances là-bas à Tel Aviv. Je ne sais pas franchement, non seulement Biden, il a exhorté son congrès à vraiment voter beaucoup de choses et il envoie beaucoup d'armes là-bas, il envoie beaucoup de sous là-bas, mais il s'oblige à descendre là-bas, le français va aussi là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Oui, la question elle est très bien posée, mais la réponse c'est que ce que l'Israël représente pour l'État américain n'est pas la même chose que la Palestine. Toute la question est là, donc il y a beaucoup d'intérêts, beaucoup d'enjeux du côté israélien. Et c'est ce qui amène ces puissances à s'aligner. Aujourd'hui, Israël peut être aussi... Vous avez une très longue histoire de coopération entre l'Israël et puis les États-Unis. Armement, technologie, santé, tout ce que vous voulez. Quelqu'un vous dira que la force des Noirs construit les États-Unis, l'intelligence juive l'a façonné. Absolument. On vous dira même que à chaque élection, vous avez une forte implication de la classe israélienne qui vraiment intervient aux États-Unis. Et donc, ces rapports sont là. Et quand ces moments arrivent, les amis sont obligés, n'est-ce pas, dans ce genre de situation, de s'allier. Voilà. Et je pense que nous vivons encore une forme d'injustice internationale dans ce qui se joue encore dans la bande de Gaza. William a donné une caricature. Pourquoi vous parlez de justice? Oui, parce que vous avez Tel Aviv qui est tranquille. Vous savez, qui se fait surprendre dans une agression qui fait autour de 600 morts parmi des civils. Ça n'est pas la première attaque. Il faut réagir. Quand justement, on ne peut pas prendre seulement cette attaque pour apprécier la situation. C'est un conflit vieux depuis toujours. Et de la même façon que le Hamas qui a revendiqué cette attaque, n'est-ce pas, cherche justement à répondre à des attaques du côt israélien. C'est de cette même façon que l'Israël attaque aussi la Palestine. Et depuis toujours. Et on sait ce que le Hamas demande depuis des siècles. Le Hamas jamais la communauté. Et donc toutes les fois que du côté palestinien on est su des attaques, jamais la communauté internationale ne s'est positionnée du côté de la
la Palestine pour la recherche d'une justice, peut-être renforcer la Palestine pour répondre aussi à d'autres attaques. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est aujourd'hui que le monde se réveille parce que c'est pour la première fois d'ailleurs que du côté palestinien, on a pu organiser une attaque avec autant de résultats. Je ne me réjouis pas de ça, c'est un fait, c'est ce qui a été dit justement avec des otages israéliens sur le sol israélien, la façon dont cette opération a été menée et puis tout ça. On a le sentiment que c'est aujourd'hui que ce conflit a démarré. Non, ce conflit n'a pas démarré aujourd'hui. Quand un Israélien paie la vie dans ce conflit, c'est peut-être 1000 Palestiniens. En termes vous exagérez. Oui, mais ce sont les chiffres que les médias internationaux La France, par exemple, fait partie de l'un des premiers pays à reconnaître l'Israël et depuis 70 ans entretient de très bonnes relations avec ce pays-là. Alors, depuis le 7 octobre, on parle de ces attaques-là où de plus en plus aujourd'hui, j'ai pu lire sur la presse, dans la presse que des citoyens israéliens, chacun veut détenir maintenant au moins une arme chez lui. Et les demandes de port d'armes se multiplient en Israël. Des gens, c'est peut-être à leur corps défendant, mais ils n'ont plus confiance en la police pour les défendre tout simplement parce que du jour au lendemain, des gens peuvent venir tuer vos enfants, votre femme devant vous et vous éliminer et puis on finit avec cette famille-là. Ensuite, nous avons vu une certaine, une division du monde. Moi, je dirais même que le monde est en ébullition après la guerre en Russie, où on a vu toutes les conséquences sur les pays africains. Les pays se positionnent. Vous avez le bloc occidental qui soutient fermement l'Israël. Et vous demandez pourquoi autant de soutien. Les gens vendent des armes. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'un des commerces les plus fructueux aujourd'hui au monde. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, tout ce que vous voulez, toutes ces grandes puissances qui soutiennent l'Israël, qui a priori est en train d'organiser une certaine, sa défense, dit-on. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est disons les conséquences de cette guerre-là, de cette instabilité-là dans le monde. Vous voyez aujourd'hui, et au cœur, il y a des questions religieuses. Là où on s'en va progressivement vers un clivage du monde. Voilà, un clivage du monde organisé par. Parce que même nos petits pays, j'allais finir, nos petits pays africains qui se cherchent encore, qui n'ont pas encore nourri leurs citoyens 3 fois par jour, prennent aussi des positions. J'ai vu Macky Sall qui s'est prononcé, le Maroc, l'Égypte, ces petits pays, la souffrance encore reste un problème à régler. Donc vous voyez combien de fois ça crée. Est-ce que ça va continuer? D'ailleurs, le premier pays arabe en 1979 a normalisé ses relations avec Israël. Au nom de quoi? Au nom des rapports économiques. C'est-à-dire, ce clivage entre le monde arabe et le monde juif, on renonce à son arabité, si ça existe en griffe, pour accepter que les Juifs investissent, permettez le thème, le territoire palestinien et les colonies sans que, sans avoir un état d'âme pour ses frères arabes. Moi, je pense que toutes les fois que la communauté internationale sera assise sur cette injustice internationale où c'est du 2 poids 2 mesures, c'est en fonction des peuples qu'on taille. C'est en fonction. Quand vous parlez des soutiens des puissances des États africains, j'aime la position de l'Afrique du Sud, qui depuis toujours, depuis le début de ce conflit, depuis les années-lumière, a toujours dit qu'un peuple a droit à l'autodétermination et que la Palestine ne doit pas être investie par Israël de cette façon. Quand on surfe sur de petits détails des conventions internationales pour empêcher un peuple de s'appartenir, d'être lui-même, parce qu'on a besoin d'être présent dans une région du monde, parce qu'on a besoin d'utiliser son influence dans une région du monde pour être stratégique et géopolitiquement, fort, permettez qu'il y en a qui aient des réserves, même s'ils sont d'ardents défenseurs des droits de la personne humaine. Ça va continuer, hein? En tout cas, ad vitam aeternam, doit-on dire, parce que on a l'impression que chaque partie ne veut pas de l'autre. Et puis Israël, vous l'aviez dit, a commencé à conquérir des cœurs dans le monde arabe, ce qui explique d'ailleurs que les attitudes soient assez timorées, les positions traînent par rapport justement à cette crise-là. On verra bien ce que ça va donner, Eric. Le fait même que les positions traînent, c'est aussi une forme de position. Vous en avez qui vont rester silencieux, qui vont assister à ce qui se passe là-bas. On fera de la Palestine
la Syrie d'aujourd'hui, la Libye d'aujourd'hui, Afghanistan, tout ce qu'on a vu, où nous sommes là, les puissances étrangères se mobilisent, se réunissent, et puis l'Irak, ils mènent des opérations. C'est peut-être 20 ans après qu'on se rendra compte que, ben, écoutez, c'était une erreur. Pendant ce temps, on a déjà perdu des milliers de vies. Actuellement, il y a des déplacés en Palestine. On ne sait même pas, enfants, femmes, comment ça va se passer, puis tout ça. Je pense que on doit pouvoir s'inspirer aussi de ce qui se passe là-bas. Moi, quand vous voyez comment ces pays, le niveau de coopération qui les amène, à chaque fois qu'il y a une situation, on se mobilise. Chez nous, c'est un peu différent. Regardez les crises que nous avons connues sur notre continent. Quand ça touche tel pays, chaque pays reste singulier dans son coin, et puis on observe, la Côte d'Ivoire on a vécu cette crise, les pays même voisins, on a observé ça. Est-ce que nos gouvernants ont même des positions? Leurs positions sont toujours conditionnées, ils ont des positions toujours motivées. Nous n'avons pas de position, il faut avoir des armes, il faut avoir de l'argent. On a rien de ces deux éléments. Vous savez qu'il y a des sujets qui opposent, parce que c'est Jacques Degbé à l'antenne. Vous savez, il y a des sujets qui opposent les Américains et les Chinois. Mais pourtant, ils ont des coopérations en termes Les accords commerciaux sont les plus étanches. Voyez-vous. Chez nous, regardez le voisinage que nous avons. Je ne le souhaite pas. Je suppose qu'un pays voisin vit une crise. Est-ce qu'on a développé ce genre de coopération qui permet à un État voisin d'aller au secours d'un autre État? Je crois que au nom même des rapports Burkina et le Mali ont signé des accords récemment, ça devrait nous édifier. Bonne journée, les gars. Voici la rubrique économie ce matin. On va donc recevoir, c'est en retard dans l'ordonnancement de notre menu, Jacques Degbé, journaliste à Fraternité et spécialiste de l'économie en direct depuis Parakou, pour se prononcer sur cette décision des ministres de l'espace EOADA d'imposer désormais à toutes les organisations non gouvernementales et les confessions religieuses l'obligation d'une tenue de compte à partir de janvier prochain. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour Kanatou. On va dire merci à tous les dieux ce matin, cela n'a pas été facile. La nouvelle est tombée et laisse les acteurs partager. Comment les confessions religieuses, notamment celles musulmanes et chrétiennes de Parakou, accueillent cette nouvelle-là? Un peu contre toute attente, Tanguy, les responsables de ces entités religieuses n'ont pas trouvé d'inconvénient à cette mesure de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, églises et mosquées, astreintes à la tenue d'une comptabilité. Dès le 1er janvier 2024, pasteurs, imams et prêtres ont presque validé cette politique du Conseil des ministres de l'OADA, en tout cas pour ceux d'entre eux que nous avons pu rencontrer sur place ici à Parakou. L'économe de l'archidiocèse de Parakou, le père Hyacinthe Kotioni, déclarait par exemple, je cite, c'est comme si on vient vous dire, si vous êtes dans la vérité, montrez-nous ce que vous faites dans la vérité. Et donc, pour nous, je pense que globalement, il n'y a rien. Il n'y a pas matière à fouetter un chat. A fait dans les normes. Félicitations. Selon l'homme de Dieu, cela va même renforcer la foi des fidèles. Ces fidèles qui, vous le savez, Tanguy, doutent parfois de leur dévention en ce qui concerne notamment la gestion des ressources financières. Mais si désormais il y a une comptabilité qui permet une traçabilité dans les dépenses et recettes, chacun pourra y voir clair. D'ailleurs, au niveau de l'Église catholique, puisque nous avons recueilli sur le terrain, c'est une pratique qui s'observait déjà. C'est vrai qu'avec cette dynamique de l'OADA, l'Église va davantage se conformer avec peut-être d'éventuelles formations qui seraient initiées à l'endroit des comptables de ces entités religieuses. Donc, Tanguy, c'est globalement une décision qui est appréciée, qui est saluée ici par les responsables de ces entités religieuses. Disons donc que la décision est bien fondée. Oui, la décision est très bien fondée. La mesure, comme on le disait, s'applique aux entités à but non lucratif. Il s'agit notamment des ONG, des organisations non gouvernementales, des associations, projets de développement ou ordres professionnels, ainsi donc que les églises et mosquées. C'est un nouveau corpus juridique qui est annexé au système comptable auquel sont assujetties toutes les entités à but non lucratif ayant leur siège sur le territoire d'un État membre de l'OADA
ou y exerçant leurs activités, à moins que les dites entités ne soient pas soumises au système de la comptabilité publique, au système de comptabilité soumis à un régime particulier ou à des dispositions nationales spécifiques. La décision concerne au total 17 pays africains, dans le Bénin, donc, il y a bien d'autres pays tels que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, les pays voisins. Et il s'agit donc d'aider ces entités à but non lucratif de disposer d'un système d'organisation de l'information financière avec pour but de présenter les états financiers reflétant l'image fidèle de la situation financière, de la performance et des variations de la situation de trésorerie de ces entités, afin de répondre aux besoins de l'ensemble des utilisateurs de ces informations. Et comme je le disais, cela va permettre une traçabilité des opérations financières, les quêtes, les cotisations, les dons, ainsi que les autres dépenses pour la réfection de tel ou tel bâtiment, pour l'achat de telles choses au sein de l'église ou de la mosquée. Et donc voilà un peu le bien fondé de cette décision-là qui vient donc d'être prise par les ministres de l'espace OADA, qui va entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2024, dans moins de 3 mois. Absolument, Jacques Debé. Même si les acteurs sur la place publique approuvent un peu cette décision, il n'y a que sous cap, ils avancent un prétexte de ces ministres de l'OADA pour contrôler un peu la finance et surtout, très prochainement, imposer un régime fiscal à leur organisation. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, et c'est vrai, hein, tout à l'heure je vous disais que les prêtres, pasteurs et autres imams que nous avons rencontrés ici ont apprécié la décision, mais quelque part, ils ont aussi souligné ce côté-là de la question. C'est peut-être là effectivement l'inquiétude, hein, sauf que cette décision ne relève pas de la direction générale des impôts et ne saurait donc être assimilée au paiement en temps normal des impôts. On ne devrait en temps normal pas avoir de pression fiscale. La comptabilité des églises et mosquées émane de l'OADA, des directions générales des impôts au niveau de ces différents pays-là, mais à chaque fois qu'on évoque ce genre de questions, il y a toujours la crainte d'une pression fiscale, des impôts et taxes à payer. Rappelez-vous de ce recensement des artisans il y a quelques années, plusieurs artisans ne se sont pas conformés, ne se sont pas fait inscrire. C'est lorsque les avantages de ce recensement-là ont commencé par tomber que beaucoup d'entre eux ont commencé par parcourir pour se faire conformer. Mais sur la décision de l'OADA, selon la décision de l'OADA, je vais dire, il ne s'agit pas de sommer les églises et mosquées à payer des impôts et taxes, même si on ne sait jamais ce qui peut absolument arriver à tout moment. Derrière, on attendra la mise en application de la mesure à compter de 2024 pour être davantage situé sur les implications. Mais je peux vous le dire, il y a un peu d'inquiétude au sein des responsables de ces entités religieuses qui ont évoqué la question, comme on le dit souvent, in-boss avec moi lorsque je les ai rencontrés. En privé. Ils comptent quand même sur la bonne foi des dirigeants, sur je vais dire, le fait qu'ils ne vont pas aller jusqu'à à l'imposition fiscale. Allez, rapidement, le temps de vous laisser partir. Ça va être en 1 minute, très rapidement. Comment trouvez-vous l'argument de la lutte contre le blanchiment d'argent brandi par la l'OADA pour prendre cette décision? Est-ce que ce n'est pas un prétexte? C'est un prétexte, en guillemets. C'est peut-être aussi là une inquiétude légitime. Vous savez, parfois il y a des financements qu'on observe au sein de ces entités religieuses. On parlera des ONG humanité islamique qui affluent depuis quelques années en Afrique, mais aussi au niveau des églises, vous avez parfois des financements, des constructions, et c'est difficile d'expliquer. Est-ce que ce sont les quêtes de chaque dimanche, ce sont les dons qui ont permis ces réalisations-là, les mosquées qui sont construites dans presque tous les villages du Bénin aujourd'hui, en tout cas dans la partie septentrionale? On s'interroge parfois sur l'origine de ces financements. Eh bien, quelque part, cette décision de l'OADA viendra peut-être corriger le tir, essayer de voir clair dans ce qui se fait réellement, surtout dans un contexte d'insécurité et de terrorisme. Jacques Debé. Merci Tanguy. Merci, bonne journée. Bonne journée. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la revue de presse avec Asimbo Kanyasimbo.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le matinal indique que les membres du bureau exécutif national du Parti Bloc républicain ont tenu une séance de travail avec une délégation du Parti communiste chinois conduite par Zhong Weiwang dans les locaux du parti à Cotonou le mardi 24 octobre 2023. Cette rencontre a permis aux deux formations politiques de renforcer leur partenariat. En recevant la délégation chinoise conduite par Zhong Weiwang, directeur du comité académique de rédaction et de révision de l'Institut de recherche sur l'histoire du PCC, le vice-président du BR, Samou Seydou Adambi, s'est réjoui du solide partenariat qui existe entre la Chine et le Bénin. Fraternité ajoute que convaincu de ce que la Chine est un grand partenaire du Bénin sur tous les plans, Samou Adambi, vice-président du BR, a fait savoir à l'issue de la séance qu'il s'agit à travers cette rencontre de réchauffer les relations entre les deux pays et aussi entre les deux parties. Nous avons abordé tous les aspects de la coopération sino-béninoise et entre les deux parties, a-t-il précisé. Présidence du parti Les Démocrates, Azanaï désapprouve le choix de Boni Yayi et affiche l'événement précis qui le rapporte, qui confie que Yayi, en endossant un statut politique partisan public et actif, n'a aucun respect pour sa propre parole. Et pour Bénin Intelligent, depuis sa sortie fracassante du gouvernement Talon en mars 2017, Azanaï échappe à toute catégorisation politique. On l'a vu aux côtés de l'opposition et l'on a péché d'avoir cru qu'il s'y installera. Erreur. En peu de temps seulement, le philosophe s'est retourné contre ce même camp des déçus de Talon. Certains ont dû conclure qu'il est le cheval de Troie du pouvoir au sein de l'opposition béninoise. Vrai, se demande le journal pour lequel, s'il était en droit de lâcher Patrice Talon, les Béninois s'attendaient à tout sauf à la posture actuelle. Aux yeux des candidats Azanaï, ni Boni Yayi, ni Éric Houndété, ni personne d'autre n'est aujourd'hui de vrais opposants, de valeureux combattants face à Patrice Talon. De sorte que finalement et sans tapage, tout le monde prend des distances avec son excès de pessimisme politique. La Nation indique que l'Agence nationale d'identification des personnes réunit depuis hier plusieurs autorités religieuses à Abomey dans le cadre d'un dialogue relatif aux données nominatives rituelles ou confessionnelles et leur impact sur l'identification. À l'issue des 3 jours de travaux, l'ANIP mettra en place un espace de dialogue avec les autorités religieuses sur les données nominatives rituelles ou confessionnelles et leur impact sur l'identification des personnes. De son côté, Fraternité relate que le week-end écoulé a été particulièrement tendu pour les enfants qui s'adonnent à la mendicité à Cotonou. Le préfet du littoral, Alain Orunla, sous la coupole du ministère des Affaires sociales, a procédé à une opération de salubrité avec la collaboration de la police républicaine pour un gouvernement qui rêve d'une capitale économique pleine d'éclat. Ce phénomène est inadmissible à tout point de vue. Voir la mendicité des enfants prendre de l'ampleur est un crime contre l'humanité, une fuite de responsabilité. Poursuit le journal pour lequel, à ce sujet, le préfet Alain Orunla a mené ce raid en vue de contraindre les parents des enfants abandonnés à leur triste sort à prendre leurs responsabilités. Dans la suite, la Nation pointe que Mario Metonou, procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, formule 10 commandements à l'endroit des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics afin de les aider à surmonter le risque pénal auquel ils sont constamment exposés. Le patron du parquet spécial s'est exprimé le samedi 21 octobre dernier à l'université d'Abomey-Calavi lors de la rentrée solennelle de la 11e promotion de Master Marché Public. Le risque pénal, quoique élevé, n'est pas inévitable. Autrement dit, le risque pénal est maîtrisable. Pour maîtriser un risque, il faut d'abord le connaître et apprendre maintenant à le prévenir, a indiqué Mario Metonou. Et pour y parvenir, le procureur spécial conseille 2 voies. La première est l'éthique et la seconde est la déontologie. Le matinal renseigne que l'unité spéciale de police fluviale et maritime a réalisé un exploit le 15 octobre 2023 à la frontière maritime de Sémékraké
Elle a mis la main sur des embarcations de fabrication artisanale contenant 137 sacs de cannabis. L'analyse a révélé qu'il s'agissait des colis de cannabis d'un poids total de 5 969 kg et 500 grammes. L'économiste du Bénin note qu'à l'est et à l'ouest de Cotonou, plus précisément à Khoulakodji, Akbakba, Ekpes, Mekpodji, Fidjourse, Grand Popo, la mer n'a pas fait de cadeaux aux occupants de la longue plage de sable fin. Près du rivage, une partie des immeubles, des hôtels, des restaurants, des maisons d'habitation en dur ou en paille ont subi de plein fouet les conséquences liées à l'érosion. En sport, Fraternité rapporte que le jeune boxeur Damien Zanou a décroché sa première ceinture dans la catégorie super plume en battant le Nigérien Thomas Yakubu par KO au 7e round. Il honore le Bénin et les responsables lui rendent l'appareil par l'organisation d'une cérémonie de présentation de la ceinture au ministre de tutelle et à la presse. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'Actu Matin, un numéro qui aurait été vraiment spécial pour ce mercredi. En tout cas, demain est un autre jour. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci d'avoir été avec nous.